Je suis Romain, ça fait déjà quelques années que je travaille sur des data platforms et je suis vraiment ravi d'être avec vous pour vous partager une partie de mon expérience. Les enjeux de la data sont vraiment de plus en plus forts et on est face à une crise de croissance où on nous demande toujours plus, toujours mieux. Et donc, en fait, ce qu'on nous demande, c'est de passer à l'échelle et d'industrialiser nos pratiques. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit pas de recul sur une industrie centenaire qui aussi a eu des problématiques de croissance très très fortes, l'industrie automobile. Alors, je vais encore vous remettre à contribution. Est-ce que vous savez combien de véhicules sont en circulation en 2022? Donc, réponse A, 1,5 milliard. Réponse B, 2 milliards. Réponse C, 2,5 milliards. Alors, qui pense qu'il y a 1,5 milliard de voitures sur Terre en 2022? Ok, personne. 2 milliards. Ok, 2,5 milliards. Waouh. Ok. La bonne réponse, c'est 1,5 milliard. Alors, je suis surpris, mais effectivement. Donc là, ça fait un véhicule pour 5 habitants, à peu près, enfin pour 5 êtres humains. Donc 2,5 milliards, bon, je ne fais pas le calcul, mais ça fait à peu près 1 pour 3. Donc, vu après, pour recycler les véhicules, etc., je suis bien content qu'on ait déjà que 1,5 milliard, mais c'est déjà énorme. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse un focus sur la croissance et qu'on prenne 2 critères. Le premier, c'est la quantité. Donc, c'est ce qu'on voit sur la courbe blanche. Donc, là, c'est la production de véhicules en millions. Et le deuxième critère, ce qui est la variété. Donc, ça, c'est la courbe jaune. C'est le nombre de nouveaux modèles qui sont produits chaque année. Donc, on se rend compte que les courbes sont similaires, suivent la même tendance. Et que les ratios, alors bon, forcément, c'est sur une centaine d'années, mais ça passe de 1 à 100 pour la production de véhicules et c'est 1 x 8 sur la variété. Donc on peut honnêtement se poser la question, comment est-ce qu'ils ont fait pour soutenir cette croissance? Spoiler alerte, ils ont utilisé des plateformes. Donc à la base, c'était plutôt des chaînes de montage, avec un modèle, une chaîne de montage. Ensuite, ils se sont quand même posé la question de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu plus mutualiser davantage et commencer à faire des économies d'échelle. Donc, ils ont mis en place un système de plateforme avec des socles. Donc, c'est toute l'ingénierie lourde d'un véhicule, le châssis, les systèmes de freinage, l'embrayage, le directionnel, qui sont mutualisés et avec un système de chapeau, de changer toute la partie visible. Donc, la carrosserie, l'habitacle, l'intérieur, donc tout ce qui apporte le plus de valeur différenciante sur le marché. Ce qui fait que vous pouvez avoir une base commune et avoir des modèles différents sans que vous ayez l'impression. Bon, ça, je ne vais pas vous... Mais bon, c'est... et d'avoir différents types de modules comme une voiture familiale et après un pick-up parce que c'est exactement la même base. Ensuite, ils ont poussé la démarche encore plus loin avec des plateformes modulaires où là, plutôt que d'avoir uniquement le socle, ils ont augmenté le nombre de pièces qui étaient réutilisables sur différents types de modèles et sur différentes gammes. Ce qui a permis effectivement d'aller encore plus loin dans la croissance parce que les éléments communs sont beaucoup plus importants. Alors, un des exemples, donc là c'est une plateforme de Stellantis. Il y a ces 6 véhicules-là qui sont construits sur la même plateforme modulaire. Alors on pourrait se dire, bon, il n'y a que Stellantis qui fait des plateformes. Mais en fait, quand on regarde, tous les constructeurs automobiles ont des plateformes. Et on en a même plusieurs. Le maximum, c'est 15 plateformes pour chaque gamme de véhicules. Et même Tesla, avec Musk qui veut faire les choses différemment, lui aussi a des plateformes. Avec Tesla, ils en ont 2. Ils sont en train de construire une troisième pour leur nouvelle gamme de véhicules. Donc on peut se dire pourquoi en fait l'approche plateforme. Donc forcément, j'ai commencé un petit peu à distiller, mais les plateformes permettent d'augmenter les capacités de production, permet d'innover davantage et de réduire son time to market parce qu'on réutilise des composants et donc ce qui permet, on les assemble, c'est déjà un peu assemblé et ensuite de rajouter des éléments différenciants. Ça permet d'améliorer la qualité et la sécurité parce qu'on a des composants qui sont éprouvés, qu'on a déjà utilisés pour
plusieurs types de véhicules. Donc on sait qu'on peut les utiliser en toute sécurité. Et on fait des économies d'échelle parce que forcément, c'est des composants qu'on réutilise. Et donc, quand on les conçoit, quand on les achète et quand on les produit à grande échelle, on fait forcément des économies d'échelle. Donc, et si on se repense aux enjeux de la data au tout début, quand vous avez levé la main, on se rend compte qu'on est quand même assez proche de ça, de produire plus, de produire mieux, plus rapidement et dans des meilleures conditions. Donc, on pourrait se demander, mais est-ce que l'industrie de la data n'a pas suivi en fait la même voie que l'industrie automobile? Parce qu'on n'a pas attendu 2022 pour parler des plateformes data. Et donc, effectivement, quand on prend du recul, donc là, j'ai pris les 4 grosses périodes de la data et je vous propose qu'on les balaie à l'aune des 2 critères qu'on avait déjà utilisés pour les véhicules automobiles, qui sont la variété. Donc là, c'est le nombre de sources, le nombre de cas d'usage, le nombre d'utilisateurs différents, et la quantité, pareil pour ces mêmes éléments. Dans les années 70, avec voilà, les bases de données relationnelles, on a la possibilité de faire des reporting, et donc voilà, peu de cas d'usage et très peu d'utilisateurs. Avec l'avènement de l'approche Data Warehouse, on extrait les données des systèmes opérationnels pour les mettre dans un système qui est conçu pour faire de l'analytics. On a ouvert la voie au BI et à l'analytics et on l'a rendu de plus en plus abordable aux différents services et départements des entreprises. Ensuite, avec l'avènement du big data, Hadoop, le cloud, on a vraiment la démocratisation à l'échelle de la BI et de l'analytics, et avec la possibilité d'exploiter des données semi-structurées et non structurées qui ouvrent la voie au machine learning, deep learning et tous les cas d'usage de data science. Donc là, on est vraiment sur une forte utilisation par beaucoup de typologies de personnes différentes sur des cas d'usage différents. Et on a parlé de data mesh chez The Fork, et effectivement, c'est un petit peu la tendance qui se dessine, parce que ces plateformes-là, initiales, elles, sur les grandes structures, sont devenues des goulots d'étranglement. Il y a beaucoup de sources de données, beaucoup de cas d'usage, beaucoup d'utilisateurs, et on se rend compte que ça ne tient pas la charge. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un modèle décentralisé où les traitements sur les données sont effectués au plus proche de l'endroit dont elles sont créées. Et donc, pour soutenir en fait cette démarche-là, il y a cette notion de self-service data platform qui est en train d'être mise en place et qui est de permettre beaucoup plus facilement à ces équipes par domaine d'exploiter la donnée et de faire tous les traitements sans que chaque équipe domaine ait à gérer sa propre infrastructure, sa propre, toutes son provisioning, etc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait au point, mais l'idée c'est d'avoir, avec des protocoles, avec des API, de rendre beaucoup plus facilement exploitable la mise en place de plateformes pour ces équipes domaines. Donc c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de plateformes. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette, c'est qu'on parle des concepts. Donc, on part toujours des cas d'usage et des utilisateurs. Donc, on a des utilisateurs qui ont des cas d'usage. Pour leur répondre, on met en place des produits ou des projets data. D'accord ? Donc là, dans ce cas-là, souvent, c'est chaque équipe produit ou chaque équipe projet va concevoir son produit de la façon dont il veut, avec sa stack qu'il veut, avec sa façon de faire dont il veut. Donc quand on a 2 produits, ça va. Quand on en a une multiplicité, parce qu'on commence à être un grand groupe ou d'avoir beaucoup de produits, si chaque équipe construit son produit sans concertation et chacun avec une stack différente, vous imaginez que ça devient vite ingérable. Donc l'idée d'une plateforme, c'est de mettre à disposition des éléments ou des composants ou des fonctionnalités communes qui vont pouvoir permettre d'accélérer le développement des produits par justement ces équipes produits. On sait que sur les projets data,
on a toujours un petit peu les mêmes choses. Il faut de l'ingestion, il faut du stockage, il faut de la transformation, il faut de l'exposition de la donnée. Donc l'idée, c'est que pour chacune de ces étapes, on mette à disposition des composants pour nos équipes produits. En plus de uniquement l'aspect un petit peu technique, on a la plateforme aussi garante de toutes les bonnes pratiques, des guidelines, de produire des patterns, des templates pour aider ces équipes produits à fonctionner correctement. Si on prend une illustration rapide, on se rend compte, là, c'est pour un site de e-commerce, on a deux produits qui répondent à des besoins, un dashboard qui va permettre de fournir le chiffre d'affaires en temps réel, et un produit de recommandation de produits, justement. Donc, on se rend compte que ces besoins ne sont pas les mêmes. Et comme on est une plateforme qui est déjà un petit peu avancée, on a déjà des composants sur étagère qu'on peut mettre à disposition. Donc là, on se rend compte que chacun des produits va permettre d'utiliser ces composants qui communiquent entre eux, donc qui ont une approche modulaire, et qui permet d'accélérer la mise en production de leur cas d'usage. Donc, on a parlé d'utilisateurs, on a parlé de besoins, on a parlé de produits, de fonctionnalités. Donc, qui dit tout ça veut dire qu'on va devoir faire des évolutions sur notre plateforme pour que nos utilisateurs qui ont développé leurs produits puissent faire des évolutions. Donc, ça veut dire qu'il faut prioriser ces évolutions-là. Il faut qu'il y ait un backlog, il faut qu'il y ait une roadmap, il faut qu'il y ait une vision. Donc, au final, notre plateforme, c'est un produit. Et pour qu'il soit géré de la meilleure des façons, il faut gérer notre plateforme comme un produit. Parce qu'on a vu que le socle technique pour faire une plateforme data, il existe depuis des années. Par contre, là où vous avez un élément différenciant, c'est sur la façon de manager votre plateforme comme un produit. Donc pour ça, qui de mieux que le pape du produit, Martin Kagan, pour nous donner vraiment tout ce qu'il faut pour faire un produit à succès. Il faut qu'il soit utile, il faut qu'il soit utilisable, il faut qu'il soit faisable et il faut qu'il soit viable. Donc, je vous propose qu'on balaye un petit peu ces caractéristiques, et pour ça, de prendre l'illustration des jeux de construction. L'idée, c'est que nous, l'équipe plateforme, on est l'équivalent de l'entreprise qui conçoit ces blocs de construction. Donc, on met à disposition des blocs de construction et tous les composants pour que nos utilisateurs fassent ce qu'ils veulent avec. C'est ça aussi, une équipe plateforme, on n'a pas la main sur ce que nos utilisateurs vont faire de la plateforme. Et c'est ça tout le principe et toute la beauté. Donc, nos utilisateurs, c'est des équipes techniques. Et donc forcément, le premier focus qu'on doit avoir, c'est la satisfaction de nos utilisateurs. Donc, c'est rencontrer les équipes techniques, discuter avec eux, recueillir leurs besoins, leurs attentes, leurs envies, leurs points de douleur avec la plateforme actuelle, et évidemment, après, de mesurer leur satisfaction. On ne fait pas une plateforme pour se faire plaisir, on fait une plateforme pour servir nos utilisateurs et pour accélérer leurs activités, pour leur faciliter la vie. L'idée, c'est de fournir des bons outils, clés en main, packagés, et que, comme on dit, de réduire la charge cognitive d'utilisation de notre plateforme par les équipes produits. Super important. Documenter, ça c'est la base. Il faut que vos équipes produits qui vont utiliser votre plateforme, même si vous n'êtes pas là, il faut qu'ils soient capables de trouver toutes les informations pour l'utiliser au mieux. Recueillir le feedback, on a un petit peu parlé, et toute la prise en main, l'accompagnement, l'onboarding, la formation, c'est aussi indispensable. On ne peut pas couper de dire « tiens, je te donne accès à ma plateforme et puis maintenant tu te débrouilles ». Ça peut être compliqué à être pris en place, etc. Donc il faut les accompagner. En tant que plateforme, on a une multitude de produits qui reposent sur notre plateforme. Et donc, la priorité numéro 1, c'est de s'assurer que notre plateforme elle soit fiable, qu'elle soit sécurisée et que tout se passe bien. Et c'est vraiment de faire ce qu'on dit. Si on dit que la plateforme elle est fiable, il faut qu'elle le soit. Parce que si la plateforme ne tient pas la charge, parce qu'on ne suit pas ce qui se passe et parce qu'on n'a pas mis toute la méthodologie qui permet de s'assurer qu'elle est bien fiable, ce qui se passe, c'est soit on a des équipes business qui, au final, n'utilisent pas, ne font pas leurs produits business, ne font pas leurs produits data, parce que, et des fois, sans même le savoir, ils discutent avec leurs collègues. Tiens, j'ai un produit data, tu as utilisé la plateforme, comment ça se passe? Nous, on a décidé d'utiliser la plateforme. Ça a mis 3 semaines pour avoir les accès. Ensuite, pour qu'on commence à l'utiliser, il a fallu attendre 2 semaines pour avoir une formation.
Il a fait encore une semaine pour avoir les accès parce qu'il a fallu envoyer des tickets. Et puis ensuite, on avait accès à la plateforme et il n'y a rien qui marchait. Donc ça, c'est un peu le classique. Et donc la personne dit, OK, ça a l'air d'être une galère. Donc mon produit data, mon dashboard, finalement, je ne le fais pas, quoi. Et après, vous avez la deuxième option qui est le shadow IT, de se dire, bon, OK, c'est la même discussion qu'on a eue, mais la personne ne va pas dire, OK, je ne fais pas, va dire, OK, il me reste un peu de budget, j'ai des équipes un peu tech, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire, voilà, je vais me débrouiller pour récupérer mes sources de données et je vais faire mon produit un peu dans mon coin, et puis ça ira très bien. Donc là, même dans le shadow IT, vous avez un peu deux écoles, quoi. Vous avez la première qui est dire, OK, je maîtrise bien la tech et la data. Et donc, ce que je vais faire, c'est je vais construire moi-même parce que j'ai des besoins vraiment ultra spécifiques, super pointus. Et la plateforme que vous avez mise à disposition est sympa, mais bon, par rapport à ce que je veux faire, moi, ça ne correspond pas. Et donc là, vous avez la personne qui va... donc, comme ce livre, je le trouve... c'est une centaine de pages pour construire soi-même, depuis couper son tronc d'arbre jusqu'à construire et colorier ses blocs de construction. Donc là, c'est un peu la même chose, quoi. C'est de se dire, OK, moi, c'est tellement spécifique que je vais le faire moi-même. Et puis, vous avez aussi la deuxième école qui est, la plateforme sur AWS, c'est super, mais en fait, nous, on est plutôt sur Azure. Azure et Databricks, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, voilà, votre plateforme, c'est bien pour les autres, mais nous, en fait, on va construire notre propre plateforme, puis on va construire nos produits dessus, et puis ce sera très bien comme ça, quoi. Donc là, ces petites dédicaces à nos data engineers qui sont dans la tuyauterie. Voilà, il faut savoir qu'il y a des jeux de construction avec des tuyaux de plomberie où on peut faire des cœurs et des chaises et d'autres... voilà, donc c'est génial. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, en fait, il y a le besoin de concilier des enjeux de l'équipe plateforme et les enjeux des équipes produits qui vont utiliser votre plateforme. Donc, vous avez une équipe plateforme qui est là pour standardiser, pour réduire les coûts, pour apporter de la fiabilité, et des équipes produits qui servent souvent le business, qui vont dire non mais il faut aller super vite, il faut être agile, il faut qu'on s'adapte. Donc bon, si vous êtes dans la tech depuis un petit peu de... Voilà, on retrouve les schémas du DevOps, hein. Donc là, c'est un peu la même histoire. Donc, comment est-ce qu'on peut se sortir de tout ça? L'idée, c'est de définir une gouvernance inclusive. Donc, ce n'est pas uniquement l'équipe plateforme qui va décider dans son coin des choix techniques, des façons de faire. C'est on discute avec les équipes produits techniques qui vont utiliser la plateforme et on essaye de se mettre d'accord sur la gouvernance et sur un modèle opérationnel. On définit les standards qui sont imposés. La sécurité, la compliance, il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas déroger. Il y a d'autres choses où il peut y avoir des espaces de liberté, comme ça peut être le langage de programmation, ça peut être des modules d'ingestion, par exemple, qui peuvent être ouverts en disant, OK, si vous voulez utiliser une solution SaaS quelconque, c'est autorisé. Et toujours justifier, expliciter et documenter les choix. Il faut s'assurer qu'au fil du temps, on trace toutes les décisions et que si le CDO ou le DSI ou le PM de la plateforme part, on sache pourquoi ces choix ont été pris et qu'on ait une trace. Le point le plus important de notre plateforme, il faut qu'elle soit dans une conception itérative et incrémentale et que la taille de la plateforme soit adaptée à la croissance de la plateforme. L'idée, ce n'est pas de faire une énorme plateforme avec plein de fonctionnalités qui ne serviront jamais. Si vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas de cas d'usage pour faire du temps réel, ça ne sert à rien de... Même si vos équipes vont peut-être kiffer travailler sur du Kafka, ça ne sert à rien de le mettre en place. C'est les cas d'usage qui vont driver les nouvelles fonctionnalités sur la plateforme. Donc là, on est sur de l'agile, en itératif et en incrémental. Et l'ambition, c'est d'avoir du self-service et de l'automatisation. C'est que, limite, si une équipe produit que vous n'avez jamais rencontrée, que vous ne connaissez pas dans un autre pays, utilise votre plateforme sans même que vous vous en rendiez compte et sans même qu'il vous contacte. Ça, c'est un peu la cible ultime. Ce n'est pas forcément super évident, mais en tout cas, il faut viser cela. C'est important, voire primordial, d'emporter l'adhésion de votre plateforme. On a vu qu'il y avait possiblement plein de choix possibles à côté, et que même si la plateforme, elle peut être imposée à un certain niveau, le bon mindset, c'est de faire en sorte que les utilisateurs
prennent plaisir à utiliser votre plateforme. Donc c'est communiquer, faire de la promotion, être le VRP de votre plateforme. Si vous pouvez fédérer une communauté d'utilisateurs, c'est encore mieux. Pensez à donner de la visibilité sur votre roadmap, ça permet d'engager aussi vos utilisateurs. Et un point extrêmement important, c'est d'expliciter tout ce que la plateforme est capable de faire. Donc ça peut être par des FAQ ou des catalogues de services. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette citation inspirationnelle. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Nous, le leitmotiv qu'on veut prôner pour nos utilisateurs, c'est plutôt « ils savaient que c'était possible, alors ils l'ont fait ». Sur les mesures de succès, parce que c'est important de s'assurer que la plateforme aussi, de savoir si elle fonctionne bien ou si elle a du succès. Donc là, je vous propose 5 catégories de métriques à suivre. Premier, satisfaction des utilisateurs, c'est qu'on a suffisamment parlé. L'adoption et l'engagement de votre plateforme. La performance au logiciel, parce que votre plateforme reste un logiciel et qu'il faut quand même suivre sa performance. La fiabilité, le nombre d'incidents, la disponibilité. Et enfin, le bien-être de l'équipe plateforme. Parce que comme on l'a vu, il y a beaucoup de produits qui utilisent cette plateforme data. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui a beaucoup d'enjeux, qui est stressant. Et quand quelque chose tombe en prod, il y a énormément d'enjeux et d'impact. Donc, c'est important de faire en sorte de mesurer le bien-être de vos équipes data, plateforme data. Je dirais, on a assez peu parlé de technique, mais parce que la technique, globalement, on sait faire une plateforme. Ce n'est pas vraiment le cœur du sujet. C'est vraiment de bien penser l'organisationnel et l'humain. Parce que c'est ça qui fait que votre plateforme va remporter de l'adhésion et va faire en sorte que ça va servir à vos équipes produits et au final au business. Et pour finir, je citerai cette citation de Pierre Omidyar, le fondateur d'eBay. Vous saurez que vous aurez réussi lorsque la plateforme que vous avez construite vous servira de manière inattendue. Merci pour votre attention.